Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Un peu de lumière dans notre vie, c'est mieux comme ça, non? Alors j'aimerais parler du sujet de la pudeur. Encore la pudeur? Oui, encore la pudeur. Il y a tellement de choses à dire sur la pudeur. Et là j'aimerais parler de l'attitude pudique. The attitude pudique, si vous avez entendu parler. L'attitude pudique, c'est quoi? C'est pas seulement dans les vêtements. Les vêtements, c'est la base. C'est la base. Après, il y a la façon d'être, la façon d'agir, la façon de parler, la façon de s'adresser aux gens, la façon à qui tu vas t'adresser, comment tu vas saluer les gens, comment tu vas discuter avec les gens, de quel thème tu vas parler, quand tu marches dans la rue, quand tu es dans la rue, comment tu agis. Est-ce que tu agis exactement pareil qu'à la maison ou est-ce que tu agis d'une façon encore plus exhibitionniste, encore moins exhibitionniste? Quelle est la façon d'agir de la femme juive? Pourquoi est-ce que nous, la femme juive, on a sur nous cette requête, nous est demandé d'être pudique dans notre façon de s'habiller et dans notre façon d'agir? Parce que d'abord, on représente le roi, direct. On est les filles de roi. Anachnu bnot melech, on est des filles de roi, on est des princesses. Quand on voit marcher une princesse dans la rue, on sait facilement, même si on n'a jamais vu de princesse de notre vie, il suffit d'avoir vu des films, d'avoir vu des dessins animés, on sait à quoi ressemble une princesse. Bien que les princesses, entre parenthèses, les princesses de Walt Disney ne représentent pas la mesure de pudeur requise par la Torah, puisqu'elles ne sont pas toujours vêtues comme il faut. En tout cas, fin de parenthèse, on sait à quoi ressemble une princesse. Eh bien, une fille juive se doit de ressembler à une princesse. Quand elle marche dans la rue, on doit se dire, ou d'abord, elle ne doit pas spécialement attirer le regard. Quand une fille juive passe dans un endroit, se trouve quelque part, elle ne doit pas attirer le regard. C'est exactement la référence de ce que représente la pudeur juive. La description de la pudeur, si je te demande, décris-moi ce qu'est la pudeur, eh bien je te dirais que la pudeur est le fait de ne pas attirer le regard. De ne pas attirer le regard. Il y a une certaine façon de s'habiller dans certains endroits qui attire tout de suite le regard. Tu peux être même vêtu pudiquement, d'après les lois, dirons-nous, et attirer le regard par, je ne sais pas, une couleur trop flash, un couvre-chef trop extravagant, une tenue extrêmement extravagante. Et ça attire le regard. Ou bien tu peux être vêtu tout à fait pudiquement et par l'attitude ne pas être pudique. De quel thème tu vas parler? De quel sujet tu vas parler? À qui tu vas t'adresser? Parler avec d'autres hommes, par exemple. Parler avec d'autres hommes que son mari. Alors, pour une femme mariée, aucun intérêt, aucune permission réellement de parler avec d'autres hommes que son mari. Il n'y a aucun besoin qu'une femme mariée s'adresse à d'autres hommes que son mari, hormis pour des raisons techniques. Une jeune fille célibataire, elle n'a pas à s'adresser à des hommes mariés. Elle n'a pas à s'adresser à des hommes mariés, aucun intérêt. C'est-à-dire, il faut comprendre que l'homme est sensible. Quand l'homme regarde une femme, quand l'homme écoute une femme parler, il a des associations imaginatives, des images associatives. Donc, quand une jeune fille s'exprime avec des cheveux longs, lâchés, dans le vent, et qu'elle parle de sa dernière tenue qu'elle a achetée en solde à son ami marié, mais enfin c'est un super bon ami, je vois pas le problème, eh bien, tu attires extrêmement le regard, madame. La personne attire le regard de l'autre. La personne attire le regard de l'autre. Il faut pas se voiler la face. Il faut être conscient. Je veux dire, on n'est pas des gens drogués. On n'est pas des gens, on a une conscience quelque part. On a quand même une conscience, un minimum de conscience. Est-ce qu'il reste un peu de conscience dans cette tête? Il y a forcément de la conscience quelque part. Il faut gratter. Enfin, je veux dire, oui, mais je viens pas d'un milieu religieux. Je ne comprends pas toutes ces règles. Pour moi, c'est de la folie. C'est de l'extrémisme.
est-ce que tu peux accepter le fait que un homme peut être attiré par toi? J'espère bien, je ne suis pas, je veux dire, j'ai pas 90 ans, j'espère bien que j'attire encore les hommes. D'accord, donc tu avoues que quelque part tu attires le regard, que les hommes peuvent être attirés par toi. Alors, pourquoi est-ce que cela se ferait uniquement avec les hommes dont tu désires attirer le regard et pas les autres? C'est-à-dire, non mais moi je suis intéressée que par des hommes célibataires. Alors, pourquoi tu t'adresses à un homme marié? Parce que les rapports communs, les rapports humains, enfin je veux dire, on va pas se mettre dans des prisons, on n'est pas emprisonné, on n'est pas, je vois pas pourquoi je parlerai pas avec un homme marié. Mais la question c'est, pourquoi tu parlerais avec un homme marié? Quel intérêt pour une femme célibataire de parler avec un homme marié? Oui, mais c'est mon beau-frère, mais c'est mon cousin, c'est mon... Mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Cet homme est marié, cet homme a une femme, cette femme veut que son mari lui soit fidèle. Il n'y a aucune raison valable pour qu'une femme parle avec un homme marié, qui n'est pas le sien. Que ce soit une femme célibataire ou une femme mariée. Une femme mariée a fortiori, une femme mariée, ça ne doit même pas lui venir en tête de parler avec d'autres hommes. C'est des échanges, c'est pour savoir, on parle boulot. On parle boulot, ça passe très vite à autre chose. Ça passe très vite à autre chose. Une femme peut parler boulot différemment d'un homme. Là, j'ai tout de suite une image qui me vient en tête. Là. Tu vois, la femme, c'est-à-dire l'homme, il peut te dire, ouais, j'ai fait 40 dossiers ce mois, ouais, j'ai signé des trucs. Bon, il n'y a rien d'attirant. Une femme peut parler de la même chose, du même boulot, et faire ça, rendre ça attirant. Donc j'ai fait 40 dossiers, et puis tu comprends, le boss s'est adressé à moi, puis j'ai dit je ne savais pas quoi lui dire, et puis non mais c'était nouveau pour moi tout ça, et puis je savais pas comment réagir, et puis mais attends, mais je sais pas, tu vois, tu connais les trucs, ah mais ça fait combien de temps, tu vois, parler boulot, ça n'excuse pas. Le boulot, c'est pas Kodesh Kodashim, c'est pas le saint des saints, le boulot. Le travail, c'est pas le saint des saints, c'est un moyen pour apporter la subsistance à ses enfants, son mari. Ok, mais c'est pas le saint des saints, oui, on peut parler de boulot avec n'importe qui. Tu peux parler de boulot avec ton mari, ouais. Tu peux raconter à ton mari ce que tu as vécu au boulot. Une femme mariée n'a pas besoin d'aller parler avec un autre homme que son mari. Et il y a toute une façon d'agir, toute une façon de parler. Par exemple, tu es dans une salle, tu es dans une pièce, et puis tu te mets à parler fort. À parler très très fort. Ou tu réponds au téléphone dans la rue et tu réponds super fort. Allô, ouais. T'es dans le bus, il y a tout le monde qui se retourne. C'est exactement ça. C'est exactement le manque de pudeur. Le manque de pudeur, c'est attirer le regard des autres. Attirer le regard des autres, tout simplement. Une tenue, une façon d'être, une façon de se positionner, une façon de bouger avec ses mains, une façon de sauter en l'air, une façon de, je sais pas. Mais il y a plein de choses à dire. Dis-toi que si ce que tu vas faire, ça va attirer le regard, alors il vaut mieux que tu te retiennes de le faire. Il vaut mieux se retenir de le faire. Dis-toi que une femme et un homme, physiologiquement, ça s'attire. Il y a toujours quelque chose qui passera entre un homme et une femme. Mais c'est mon cousin, mais c'est mon oncle. Il m'a vu comme ça, il m'a pris dans le berceau. Il faut prendre conscience qu'une femme, c'est une femme. Et Dieu merci, Dieu a créé la nature de telle sorte qu'une femme, c'est attirant. Une femme, c'est attirant. Ça peut être la cousine, ça peut être la nièce. On en connaît des histoires. On en connaît. Ça peut être, oui, mais c'est mon meilleur copain. Ah, ton meilleur copain, mais comment tu oses dire une chose avec une telle aberration? Comment on peut affirmer une telle aberration avec autant d'innocence? Je comprends pas, mais quel est le problème? Un meilleur copain, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un meilleur copain, c'est ou la personne avec qui tu vas te marier, ou avec la personne avec qui tu es marié. C'est ça, dans le judaïsme, la traduction de meilleur copain. Shalom, on espère qu'il y a entre l'homme et la femme mariée.
on leur souhaite qu'il y ait le shalom à Ava, Achva, Vereut. On souhaite qu'il y ait entre l'homme et la femme qui se marient la paix, shalom, à Ava, l'amour, Achva, la fraternité, qu'ils soient comme un frère et une sœur, comme un frère et une sœur, qu'il n'y ait pas de discorde, qu'on se comprenne, qu'il y ait une tolérance l'un envers l'autre, comme un frère et une sœur. Vereut et l'amitié. L'amitié, la seule adresse de l'amitié dans la vie d'une femme, ça doit être son mari. À part peut-être une amie ou d'autres, encore que son mari doit passer avant ses amis. Idéalement, l'idéal de la femme, ça serait que son mari devienne son meilleur ami. Alors bien entendu, ça ne doit pas affoler les gens si ce n'est pas le cas. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail d'étudier la paix conjugale, d'étudier des cours de Torah sur la paix conjugale et de comprendre comment ça fonctionne le couple, d'apprendre à accepter son mari, à le tolérer, à avoir un bon regard sur lui. C'est un travail de longue haleine. Mais si on a un autre meilleur ami dans l'image, ça ne risque pas d'arriver. Ça ne risque pas d'arriver. Une femme juive n'a pas de meilleur ami homme. C'est, comment dirais-je, c'est faux, c'est faux. C'est hypocrite de vouloir affirmer c'est mon meilleur ami. Non, mais on se connaît. Non, mais t'as pas compris le truc. On se connaît depuis la maternelle. Nos mamans, elles étaient meilleures amies. C'était comme des sœurs. On était comme des frères. On était. Ouh là là, ouh, la larme rouge. Ouh, ding dong. Très très grave. Très très grave. Mais c'est pire encore. C'est pire encore parce qu'il y a quelque chose de fort qui s'est créé entre vous. Donc, ou vous vous mariez ensemble, ou alors, si tu es marié, tu coupes les ponts avec cette personne. Quoi? Mais la honte, mais la famille, les amis, il acceptera jamais la chose, il va vivre très mal la chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. D'abord, c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Des fois, on se fait des montagnes. Quand on apprend une halakha, une nouvelle loi juive, et qu'on ne l'a pas du tout mise en pratique encore dans sa vie, on se fait une montagne de devoir le faire. On se dit, mais que va dire le monde? Que va dire le monde? Alors que jusqu'à maintenant, quand on voulait s'acheter une nouvelle paire de Gucci ou je sais pas quoi, on posait la question à personne. On faisait, ouais, moi je suis quelqu'un qui me suffit à moi-même, je demande jamais l'avis des autres, je suis sûr de moi, j'ai confiance en moi. Et dès qu'il s'agit de mettre en pratique une loi, tout d'un coup, on est terrifié, on est fossilisé parce qu'on a peur que les gens disent, mais enfin, c'est plus machin, elle est orthodoxe, elle est extrémiste. C'est Dieu avant tout. C'est Dieu avant tout. Ces gens-là, ces amis, ce meilleur ami et tout, c'est pas eux qui t'ont donné naissance, c'est pas eux qui t'ont donné la vie, tu leur dois rien. Ton créateur, il t'a donné la vie, tu lui dois la vie. Chaque souffle, tu le dois à ton créateur. Ton créateur est tellement patient et tellement gentil que malgré qu'on ne fait pas sa volonté, il continue de nous donner la vie, il continue de nous donner le souffle. Il continue tous les matins de nous réveiller en nous rendant notre âme. Modé Ani les Fanecha, merci mon Dieu, je te dois énormément, je te dois ma vie. Donc, les lois juives, quelque part, c'est un peu une façon de remercier le Créateur. Bien que Dieu nous donne les lois juives, pas pour nous astreindre, mais pour nous rendre un très très grand service. Et ça, celui qui ne le voit pas, j'ai envie de dire un peu quelque part qu'il est aveugle, parce que c'est magnifique, les lois juives, quand tu commences à les pratiquer, c'est juste, tu te dis, mais comment j'ai fait pour vivre sans ça? Comment je ne peux pas envisager que les gens puissent vivre sans ça, alors que, toi aussi, tu le faisais pas avant, oui, je sais, mais aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. C'est juste incompréhensible. C'est tellement, ça apporte tellement à la vie, le Shabbat, la pureté familiale, les lois de la pudeur. Les lois de la pudeur, tu me payes $1 milliard, je ne renonce pas à 1 millimètre. Je renonce pas à 1 millimètre. Tout ce que ça apporte dans la vie, c'est juste extraordinaire au niveau de la paix conjugale, au niveau du fait de ne plus dépendre du regard de la société. C'est la plus grande libération de la femme dans ce monde, je crois. Je veux dire, le féminisme, ils sont encore loin derrière de cette libération que la femme s'offre en acceptant sur elle le joug divin. Le joug, c'est pas un poids.
C'est le jour où on imagine un poids, mais c'est pas un poids, c'est pas une contrainte. C'est un grand service que Dieu te rend. Ma fille, je te rends ta propriété de toi-même, la propriété de toi-même. Tu t'appartiens à toi, tu n'appartiens plus à la société, aux codes vestimentaires, aux lois de la mode. Ouais, mais que va dire mon patron? Ils s'habillent tous comme ça, et ils vont jamais accepter la chose. Et la plage est mixte, comment je vais faire et tout, ils vont pas comprendre. Ça y est, tu t'appartiens. Ton corps t'appartient, il est à toi. Il est à toi. C'est ça que la pudeur, elle t'offre. Elle te rend ton corps. Imagine la libération. Et je peux te dire que cette libération ouvre la porte à beaucoup d'autres libérations. Beaucoup d'autres libérations. Quand tu redeviens maître de ton corps, tu redeviens maître avec de beaucoup de choses que tu avais perdues sur le chemin. Sur le chemin du manque de la pudeur. Sur le chemin de vouloir suivre tous ces codes de la mode qu'on a vus dans les magazines et les médias et on s'est fait faire bourrer le cerveau de manque de pudeur. Be free, sois libre, habille-toi légèrement. Et sur le passage, eh ben, on a perdu pas mal de liberté. Pas mal de liberté. La liberté d'être soi-même. La liberté, mais vous pensez que j'aurais pu m'exprimer de cette façon et dire les choses honnêtement si j'avais été encore dépendante de la société, mais j'aurais été tellement loin, j'aurais été encore en train occupée à choisir, à cocher les bottes de la semaine, les bottes de l'année, et quel sac je vais m'acheter, et comment je vais gagner de l'argent pour m'acheter ce sac, il faut absolument que je le porte à telle occasion, mais mon Dieu, j'ai pas les chaussures qui vont avec, ah, je me suis cassé un ongle, non, j'aurais été tellement occupée avec tous ces détails que je ne serais pas là en train de vous parler de choses profondes, je pense qu'elles sont extrêmement profondes. Ce sont des sujets extrêmement profonds. Est-ce que moi, j'arrive à rentrer en profondeur de ce sujet? Je ne sais pas. J'espère. Mais ces sujets sont tellement cruciaux pour pouvoir toucher à ces sujets, parler de ces choses évidentes, mais pas forcément connues, pas forcément à l'esprit de l'être. Il faut se libérer de la pression de la société. Et ça commence par la pudeur. Voilà, c'est ça le cadeau de la pudeur pour moi. Et puis, ça te protège le couple, quoi. C'est-à-dire, protéger son couple sans la pudeur, c'est vraiment se mettre dans la gueule du loup. C'est vraiment marcher sur des œufs tout le temps, quoi. C'est vraiment... moi, je me suis imaginé, quand je venais de faire un retour vers le judaïsme et de commencer à accepter les lois de la pudeur, quand je repensais à moi dans ces années où je n'avais pas conscience des lois de la pudeur, je n'avais même pas conscience de ça. C'était même pas ça me venait à l'esprit. Eh bien, je me suis tout de suite, avec une perspective comme ça, je me suis imaginée comme un éléphant énorme qui marchait sur des œufs. C'est quoi un éléphant énorme qui marche sur des œufs? C'est une petite jeune fille qui arrive au rendez-vous familiaux avec la mini de chez Mini, avec le machin de chez machin, avec les cheveux qui tombent et qui vont de partout. Et elle arrive au rendez-vous familial et elle fait la bise à tous les oncles. C'est un peu ça, l'éléphant que j'imaginais. Salut tonton. Salut tonton. Salut tonton, ça va? Pardon, excusez-moi. Et t'es là, et puis t'as tous les oncles, et puis tous les cousins, et puis tout le monde qui te voit comme ça, dans une tenue qui est bonne juste à rester chez soi. T'as un œuf qui marche sur des œufs, genre tu casses des œufs tout le temps, c'est tout le temps en train de casser des œufs comme ça, et tu dis pardon, excusez-moi, ah mais je comprends pas pourquoi ils font la gueule et tout, parce que c'est ça aussi, pourquoi ils font la gueule. Non mais c'est vrai, les femmes mariées, c'est des capteurs, elles sentent quand le mari, il a regardé la petite nièce ou la petite cousine ou le petit machin, elles sentent, et puis ça les saoule, ça les gonfle. On n'a plus le même âge, la petite jeune elle a 20 ans, et puis elle arrive avec son brushing de je sais pas où, et ses talons énormes, et puis tu sais, je sais pas moi, il y a un deuil, elle vient rendre visite, et puis elle est avec ses talons, et puis elle repart avec son parfum, et puis, les femmes elles sont là, elles disent, ouh, mon mari, oh, ouais, ça va? Ça réveille l'animosité chez les femmes mariées. Quand une jeune fille, une femme se comporte d'une façon légère avec les autres hommes mariés, sache, juste entre nous, même si tu n'es pas du tout intéressé par les lois de la pudeur, juste sache que tu réveilles de l'animosité chez les femmes mariées. Moi, je me souviens d'ailleurs, je remercie la personne avec qui ça m'est arrivé. Et ça m'a mis une petite baffe. Ça m'a mis une petite baffe et puis ça m'a
Après coup, je me suis dit, bah tu sais quoi, elle avait pas tort de me répondre comme ça. Je me souviens qu'une fois, je suis arrivée à un mariage comme ça, et puis il y avait un homme à table comme ça, et puis je le connaissais, j'avais entendu parler de cette personne, je savais que bon, il avait fait des trucs et tout au niveau de son boulot, et donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller lui poser des questions. Et donc je me suis assise à côté de lui, mais j'ai même pas posé de questions, je lui ai dit, ouais, excuse-moi, je suis machin, je me présente, je fais truc. Tu sais, tout ce marketing de vente, toute cette carte de visite que tu as l'habitude de te construire dans ton boulot, parce que moi, par exemple, c'était la vente, donc c'était toute une truc de présentation, et je te charme quand je me présente, et je te... Ouais, donc je me présente, je m'appelle comme ça, je me dis comme ça, et puis j'ai fait ça. J'ai entendu que tu avais fait ça, et puis... Ah ouais, d'accord, mais c'est quoi ton nom? Ouais, c'est ça, voilà, voilà. Et puis... je vois une femme debout à côté, un petit peu comme ça, un petit peu stressée. Je lui dis, et vous, vous êtes qui? Elle me dit, sa femme. Tu imagines le rouge écarlate de mon visage à ce moment-là? J'étais, mais, ah, sa femme. C'est-à-dire, elle m'observe depuis 20 minutes, là, que je fais tout mon blabla, là, je me présente et tout. Elle dit, sa femme, sa femme est là. Bon, tu sais, mais j'ai rien dit, je me suis juste présentée. Et alors? Pourquoi tu te présentes à mon mari? Genre, tu vois, ça m'a glacé le sang. Ça m'a glacé le sang. Je sais pas à quoi j'ai réfléchi à ce moment-là. J'étais très mal, c'est certain. J'avais envie de rentrer chez moi, j'avais un peu envie de pleurer d'ailleurs. Mais ça m'a remué. Tu vas pas parler à des hommes comme ça, là. Toi-même, t'es marié. Il y a une femme à côté. Tu es en train de blesser une femme. Tu vas t'adresser légèrement à d'autres hommes. Tu es en train de blesser une femme. Oui, oui. Donc, donc voilà. Aussi des choses, par exemple, je pense, parler à son frère ou à son cousin ou à son frère, peu importe, de son ex. Ah, tu sais pas qui j'ai vu? Mais tu te rappelles ton ex, de machin? Attends, ton frère est marié, il a une vie maritale, il a des enfants aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on rappelle à ton mari les ex qu'il a eus? Non. Ou une mère, par exemple. Tu sais, chérie, qui j'ai vu? Tu te rappelles ta petite copine dont tu étais amoureuse à la maternelle? Mais si, elle est belle. Oh, c'est une beauté, hein, c'est une beauté. Mais ton fils, il est marié. Pourquoi tu... C'est dommage. C'est pas... C'est pas sympa. Le fils, il est marié. Le frère, il est marié. Tiens, je t'envoie la photo de Miss Monde. Il faut que tu vois ça, mon frère. Tu vas me dire ce que t'en penses, la photo de Miss Monde. Mais t'as envie, toi, qu'on envoie la photo de Miss Monde à ton mari? Alors, c'est la femme, la Miss Monde de ton frère aujourd'hui. Aujourd'hui, la seule Miss Monde de ton frère, c'est sa femme. La seule Miss Monde de ton fils, c'est sa femme. Faut pas attirer le regard. Fais attention, voilà, c'est ça, pas attirer le regard. Ouais, mais c'est mon frère, mais c'est mon cousin, c'est mon copain, on parle toujours comme ça et tout. Vas-y, je te montre des photos d'autres filles et tout. Non, 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 non. La fidélité, se dire qu'il y a une femme quelque part. Ouais, mais elle n'est pas là, mais ça va, on peut parler, ah, c'est la rigolade, ouloulolo. Mais attends, retiens-toi 2 minutes. Retiens-toi, tu réveilles toute une nostalgie. Et le garçon, il est marié, et puis il va rentrer chez lui, et puis avant de dormir, et puis il va penser à cette fille. Ah, elle est belle, elle est devenue belle, mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Et puis il va savoir si elle s'est mariée. Ou pire, il va chercher sur Facebook la photo de la fille. Ah, mais vas-y, tu crois qu'elle est mariée aujourd'hui? Et combien elle a d'enfants et tout ça? Et il se met à cogiter à la fille, il se lève le matin, il repense à la fille, à la fille, à la fille. Mais c'est dommage, c'est toute une atmosphère que tu pourris en 2 secondes. C'est toute une, une flore du mariage que tu vois l'éléphant qui marche sur des œufs là. Oh pardon, j'ai pas fait exprès. Oh pardon, je pensais pas à ça, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas l'effet que je voulais créer. Mais c'est l'effet que tu crées. C'est l'effet que tu crées. Quand tu arrives à un événement familial avec tes cheveux super longs, super brushingés, super lâchés, et que tu fais la bise à tous tes oncles, c'est l'effet que tu crées. Mais c'est mes oncles. C'est des hommes. C'est des hommes. C'est des hommes. Mais c'est mon meilleur copain. Mais ton meilleur copain, c'est un homme, physiologiquement, j'arrive plus à dire le mot. C'est un homme. C'est pas autre chose. Donc, prends conscience de toi. Voilà, en tant que femme. J'ai envie de dire que le début de la pudeur, prends conscience de toi.
Ouais, mais je suis... Un jour, quelqu'un m'a dit, toi, t'as pas besoin d'être pudique. Ah bon, pourquoi? Ah, j'ai un échour. Oui, parce que toi, tu es tellement enfantine que tu n'attires pas le regard. Comment je le prends? Comment je suis censée le prendre? Il n'y a pas de je suis enfantine, ouais, mais moi je suis pas, comment dire, je suis pas trop osée, je suis calme, je suis truc. Il y a des lois, il y a des lois. Il y a des lois de pudeur. Il y a des lois. Les lois, c'est en centimètres. Les lois, c'est ici, ici, au moins après le coude, après le genou, une jupe qui descend en dessous du genou, a fortiori quand tu t'assois, d'accord, que ça remonte pas chaque fois que tu t'assois parce qu'alors là, c'est pire qu'un pantalon, hein, autant le dire, autant le dire. C'est des centimètres. Les lois juives, ça se compte en centimètres. C'est de se couvrir la tête entièrement quand t'es marié, oui. Se couvrir la tête entièrement quand t'es marié. Un jour, pour la petite anecdote, j'étais contente, je venais de me couvrir la tête, j'avais mis un léger foulard comme ça, c'était peut-être même une ceinture, va savoir. Et puis c'était ça, pour moi, je me suis dit, voilà, je me couvre la tête. Enfin, j'ai décidé de me couvrir la tête. Et puis, bien sûr, bah, la chevelure. Et j'ai été à un cours de Torah. Je me suis présentée à la fin du cours à la rabbinite et je lui ai dit, voilà, je suis très contente de vous annoncer, madame la rabbinite, que je me couvre les cheveux. Et elle m'a regardée comme ça, elle m'a dit, ah c'est bien, tu mets la perruque? Je lui ai dit, non. Elle me dit, ah chérie, viens, je vais t'apprendre comment on se couvre la tête. Alors tu vois, elle me dit, tu vois ça, c'est la longueur que tu as le droit de laisser de cheveux quand tu te couvres la tête. Et là, tu vois, j'étais comme ça. Ah, d'accord, je crois que je vais rentrer chez moi, madame. Allez, au revoir. Tu vois, et là bon, j'ai compris que, en fait, ça suffisait pas. Quand une femme est mariée, d'après la loi de la Torah, il faut qu'elle se couvre la tête. Ah, mais comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Rassure-toi, ça n'apporte que de la bracha, que de la bénédiction. Alors, bon, bien sûr, c'est caché, ça ne se voit pas à l'œil tout de suite. Parce que sinon, on n'aurait plus de libre arbitre. La femme n'hésiterait même pas à se couvrir la tête. Mais c'est tellement caché que ça devient dur. Ça devient un choix. Je me couvre la tête, je me couvre pas la tête, ou bien du... Quoi? Mais je savais pas qu'il fallait se couvrir la tête. Il faut se couvrir la tête et je t'assure que ça fait venir une bracha dans la maison, une bénédiction extraordinaire. Voilà, sur moi, sur mon compte. Je prends sur moi de dire que ça apporte de la bracha. Vraiment, ça apporte de la bracha. D'abord, ça remet les idées en tête. D'abord, ça remet les idées en tête. C'est-à-dire que si avant tu avais une avenance à, comme ça, aller vers les invités, les amis de ton mari, salut, on débat, de quoi vous parlez? Ah ouais, t'as vu le dernier film? Attends, viens, on fait une petite clope hein, sur le patio. Oui, mon mari parle avec un ami, mais parlons entre nous, pourquoi pas? Et là, d'un coup, t'as la tête couverte, tu dis bonjour, bonjour, bienvenue. Je vais faire un petit tour, hein, je trouve que c'est pas vraiment ma place. Les choses prennent de l'avenance se calme. L'avenance prend de la mesure. Tout est mesuré tout d'un coup. Je peux pas faire n'importe quoi. Le foulard, c'est une couronne quelque part. Le foulard, ça te rappelle que... Enfin, le foulard ou le couvre-chef, ou peu importe la façon dont tu as de te couvrir la tête. Le fait de se couvrir la tête, c'est la couronne de la femme. C'est la couronne de la femme et ben, ça lui fait rappeler quelque part que je suis une princesse. Je suis une princesse. Oui, mais on avait l'habitude que tu nous fasses la bise à chaque fois qu'on venait voir ton mari. Et oui, mais je me suis levée un matin et je me suis souvenu que j'étais une princesse. Donc c'est vrai, je vous faisais la bise hier. C'est vrai, on était en contact hier, on débattait de tous les sujets, c'est vrai. Puis un jour, bah, je me suis rappelé que j'étais une princesse. On a le droit de faire des erreurs, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis, voilà. Et puis je suis fière. Je suis fière. Bon, j'ai mis 8 ans à dire que... Non, c'est pas vrai. Dès le début, j'étais extrêmement fière. Dès que j'ai commencé à me couvrir la tête, j'étais extrêmement fière. Mais disons que cette assurance, ça va faire 8 ans que je me couvre la tête, et donc voilà, d'où l'assurance. Ça prend des années pour avoir cette assurance, à mon avis. À mon avis. Bien que, moi, les premières années, enfin, dès que j'ai commencé à me couvrir la tête, je me souviens, je me le réveillais en sueur la nuit, parce que je rêvais que j'étais sortie dehors sans me couvrir la tête. Je rêvais que j'étais... Ah non, c'est qu'un rêve. Oh, c'est qu'un rêve, mon Dieu. J'imaginais que j'allais sur le kikar de Natania, les cheveux découverts, alors que je venais de prendre sur moi de me couvrir la tête.
C'était une angoisse d'oublier de me couvrir la tête. Et j'avais entendu des personnes témoigner qu'elles avaient commencé à se couvrir la tête, et puis du jour au lendemain, elles ont arrêté. Elles ont commencé à faire moins, et puis moins, et puis moins, et puis à la fin, plus rien du tout. Et elle me disait, oui, mais c'est comme ça, tu vas voir, toi aussi, tu vas te lasser, ça va redescendre. Après, tu vas dire, ouais, mais les amis, ils se couvrent pas la tête, les copines, la honte et tout. À aucun moment j'ai ressenti ça. À aucun moment j'ai ressenti ça. Et chaque jour, je me disais, mais on peut me payer $1 milliard, tout l'argent du monde. Tout l'argent du monde, je ne serais pas prête à retirer mon couvre-chef. Pour rien au monde. D'abord parce que je pense que de mes propres yeux, j'ai vu la bracha instantanée, la bénédiction instantanée que ça avait dans ma vie. Dans ma vie. Et les épisodes sont nombreux. Les histoires qui me sont arrivées après avoir commencé à me crever la tête sont nombreuses et miraculeuses. Tellement miraculeuses que je ne vais pas vous les dévoiler. Et voilà. Tu vois ça, tu dis, ah, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Bon, fin de la vidéo. J'espère continuer sur le sujet, si Dieu veut, la pudeur dans l'attitude. À très bientôt, mesdames.